bienvenue sur la télé d'Ilou. Je suis au Salon Zen de Paris avec le charmant Harry Roselmack. Trop bien, Harry, depuis le temps que j'essaye de faire cette interview avec toi. Bon, c'est pas que ma faute. Hein. C'est vrai, mais bon, t'as une petite famille, les samedis et dimanches, c'est aussi occupé, t'aimes passer du temps avec tes enfants, je fais des interviews qui sont concentrées souvent sur plusieurs jours et donc c'est très honorable aussi de ta part ça. Et il me fallait un deuxième livre de ta part pour vraiment vouloir t'interviewer. Là, je me suis dit, il est pour de vrai. Non, parce qu'on te connaît, présentateur quand même très connu des millions de Français. Moi, je te regardais faire ces émissions, tu m'as inspiré aussi. Et là, je t'interviewe, donc c'est absolument génial sur un sujet que j'adore. Ouais. Donc je sens que c'est je suis venu vraiment... sur ton terrain finalement. Ouais. Enfin, j'y étais déjà. Sauf depuis que là, longtemps? Je le manifeste. Oui, depuis longtemps, depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à la fois, et moi, je suis rentré plutôt par ce chemin-là, à la cosmologie, à l'espace, au cosmos, les galaxies, tout ça. Et effectivement, à ce qui est de l'ordre du religieux. Parce que j'ai été éduqué comme ça. J'ai reçu une éducation religieuse, catholique, que je continue à respecter, que j'ai toujours respecté. Mais à un moment, j'ai voulu comprendre davantage. Parce que la religion, soit on la reçoit, on la fait sienne, on l'adopte par confiance, par sensation, mais soit on a envie de comprendre aussi ce qu'on défend, sur quoi on se positionne, on a envie de le comprendre. En tout cas, moi, j'ai envie de le comprendre. L'école de la République nous apprend depuis qu'on est petit qu'il faut démontrer, argumenter, et que les choses, voilà. Et je me rends compte que ce domaine-là, il est aussi argumentable. En me jetant, entre guillemets, dans cette étude, je me suis rendu compte que la question de Dieu, par exemple, est une question argumentable. Ça n'est pas qu'une question de croyance, c'est aussi une question de connaissance. Je croyais que tu avais été un petit peu déçu, comme beaucoup d'entre nous, par la religion, peut-être à un moment, et que tu avais ouvert une nouvelle porte un peu plus grande encore. Non, c'est pas de la déception. En revanche, ce qui est très intéressant, effectivement, quand on a cette démarche de connaissance pour sous-tendre une foi religieuse, c'est que on évite sans doute des excès et des dérapages, des interprétations qui sont des interprétations excessives, et il y en a dans le monde religieux, des interprétations excessives. Et je crois qu'effectivement, la connaissance a le bon goût de modérer les choses. Parce qu'effectivement, il faut savoir argumenter ce qu'on défend. Quelqu'un qui va avoir une position très extrême, très radicale, et qui va l'imposer à l'autre, si vous lui demandez de l'argumenter, il ne sera pas forcément capable de l'argumenter. Il va vous dire c'est comme ça. À partir du moment où on vous demande et où vous-même vous exigez de pouvoir argumenter une position défendue, ça vous amène déjà à réfléchir à la chose, avec les outils qu'on a tous en commun, qui sont des outils d'intelligence logique. Et ce travail-là, il vous fait arriver à des positions qui sont des positions d'équilibre et pas des positions extrêmes. Et ça, c'est intéressant, effectivement. Mais moi, je ne me suis pas lancé dans cette étude parce que j'ai eu une crise de foi, par exemple. Une crise existentielle. Pas de foi. Oui. Mais une crise existentielle, non. Simplement l'envie de comprendre et voilà, d'asseoir ma croyance sur de la connaissance. Oui. Alors là, je tiens ton dernier livre entre les mains, Dieu, la source et l'univers philosophal, aux éditions Jouvence. Le premier, c'était Il n'est pas trop tard pour naître, aux éditions Jouvence également. Et c'est en effet en tenant entre mes mains et en lisant ce livre, ce deuxième livre, que je me suis dit, il y a vraiment une démarche qui est profonde parce qu'on sent que tu veux faire des ponts entre la science et la spiritualité, que tu vas encore plus profondément justement dans cet argumentaire, que tu cherches à comprendre et tu l'assumes. Tu l'assumes, en plus tu as une vie publique, donc c'est pas rien d'aller jusque-là et de peut-être tout voir voler, enfin éclater, tu vois. J'ai pas peur de ce risque-là. Ouais. Donc tu as pris beaucoup de recul par rapport à cette conversation. Je veux dire, en quoi, entre ce premier et ce deuxième livre, tu as justement, j'avais envie de dire, approfondir ta foi. Mais... Oui, mais c'est vrai pour beaucoup de choses. Quand vous ouvrez une porte, les choses se déversent. Et ce qu'il y avait en vous qui n'était pas forcément exprimé, parce que le premier livre, c'est quand même le résultat d'une étude informelle, mais d'une étude des choses du cosmos et des choses de l'être de plus de 30 ans. Ça fait 30 ans que je lis des bouquins, que j'écoute des conférences, que je m'intéresse à ça. Ouais, là, c'est plus personnel quand même. Et donc, même si j'ai des interprétations personnelles, c'est-à-dire que
je me suis infusé un peu en connaissance. Et ensuite, c'est toujours pareil. La connaissance acquise, reçue, c'est comme la croyance, acquise et reçue. Il faut la mettre à l'épreuve de sa réflexion logique. Et ma réflexion m'amène à des écrits à la fois singuliers, mais qui rejoignent beaucoup d'autres écrits. Et c'est ça qui est hyper rassurant. C'est que finalement, tous les penseurs qui ont fait de la métaphysique étant la pensée sur l'être, vous utilisez tout ce que la pensée, tous les outils de la pensée, la science, la philosophie évidemment, puisque la métaphysique c'est de la philosophie, mais aussi l'intuition, voilà, toutes ces choses-là, vous les mettez au service d'une seule ambition, comprendre l'existence. Qu'est-ce que c'est que l'existence? Et ses différentes manifestations. Et tous les gens qui ont fait ça, ils arrivent à des conclusions très similaires. Ce qui veut dire qu'il y a quand même quelque chose, au final, qui est accessible, d'une part, et qui fait consensus. Et tout ça est très rassurant. Ce qui est un peu étonnant, c'est que ce savoir-là, il reste pour la plupart des gens quelque chose d'un peu inaccessible, quelque chose d'un peu élitiste. Alors le mot métaphysique fait peur, je peux comprendre, mais les trésors qu'on y découvre quand on s'intéresse à ça sont à mettre à la portée de tout le monde. Et c'est un peu ce que je disais dans ce premier livre, Il n'est pas trop tard pour naître, et que je continue à creuser dans ce livre aussi, qui est un peu plus accessible que le premier, parce que celui-là est très scientifique quand même. Oui. C'est ma démarche à moi, partir de la science pour en arriver. Mais c'est très bien. Et je suppose que tout ce que tu as fait aussi dans les médias t'a énormément aidé à pouvoir mieux documenter et mieux en parler. Bien sûr. Et c'est même très cohérent parce que le journaliste, il fait quoi? Il observe les faits qui animent le monde. On regarde tout ce qui se passe, on est un peu aux premières loges et on retranscrit tout ça. Mais à un moment, quand vous faites ça pendant, moi ça fait 30 ans que je suis journaliste, quand vous faites ça pendant 30 ans, vous avez envie de comprendre déjà le cadre dans lequel s'exercent ces actions qui sont menées. Parce que les actions sont la plupart du temps le résultat de notre pensée. On fait quelque chose, et parce qu'on l'a dans la tête, et on décide de le faire. Et ces actions qui modèlent le monde dans lequel on vit, il est le résultat de nos pensées. La question, c'est dans quel cadre on pense, en fait. Parce qu'en fonction du cadre de pensée que l'on a, eh bien, déjà, on ne pense pas de la même façon et on n'agit pas de la même façon. Et cette ambition-là, elle est très liée, effectivement, à ma cohabitation pendant 30 ans avec l'actualité, avec essayer de comprendre, essayer de voir s'il y a une logique, s'il y a une direction, et si cette direction, elle est légitime, peut-être aux yeux, s'il existe, d'un principe supérieur. Et c'est ça la métaphysique. C'est d'essayer de déterminer si l'existence, si notre niveau d'existence a un principe directeur et créateur. Et à ce moment-là, s'il existe un principe directeur, il faut au moins qu'on essaye de savoir ce que c'est pour décider si on le suit ou pas. Mais ça me semble indispensable. Mais il y a eu quand même un événement clé dans ton, on va dire, parcours spirituel, au moment où tu reviens au Cap-Vert, je crois, et il y a quand même un moment où d'un seul coup, tu rentres dans une co-création avec la vie qui est beaucoup plus grande quand même. Oui, tu l'étais déjà sur un certain plan, on va dire intellectuel, mais à un moment énergétiquement, tu es impliqué à un autre niveau là. Il y a quelque chose qui vient te toucher, de ton héritage, de tes ancêtres, C'est une confirmation plutôt qu'une Pour moi, c'est une confirmation, plus qu'une impulsion, puisque au moment où cet épisode qui se passe sur l'île de Gorée au Sénégal m'arrive, j'avais déjà écrit ce livre et celui-ci était presque terminé. Mais c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose qui m'a interpellé. J'étais invité donc sur l'île de Gorée pour une cérémonie qui s'appelle The Return, où vous refermez la porte des esclaves. Sur l'île de Gorée, c'est quelque chose de très symbolique, c'est un pansement sur cette blessure de l'histoire que connaissent tous les descendants d'esclaves dont je fais partie. Et donc il y avait une cérémonie à la fois chrétienne, musulmane, et une cérémonie qui s'appelle le Ndeup, qui est une cérémonie sénégalaise de protection, semble-t-il. Et le maître de cérémonie, le guide spirituel qui fait cette cérémonie, se connecte avec les djinns, les esprits du coin, qui lui parlent. Et donc cette personne, elle dit des choses que lui disent les esprits, mais elle le dit en wolof. Enfin, moi, je ne comprends pas ce qui se passe. On me traduit ses propos. Et ce monsieur me regarde et il me dit « Les djinns te baptisent du nom de messager ». Et j'ai trouvé ça surprenant parce que cette personne ne me connaissait pas. Elle ne savait même pas le métier que je faisais. Or, je suis un messager par mon métier de journaliste depuis 30 ans. Et par ces livres que j'écris, je me sens dépositaire d'un message que je dois partager. Et donc, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est interpellant.
qui m'ait dit ça. Et moi, je l'ai pris comme effectivement une confirmation que j'étais bien à ma place et dans mon rôle en écrivant ce genre de livre. L'univers est un peu devenu ton boss ce jour-là. Ouais, je pense qu'il est le boss de tout le monde, mais il faut le laisser faire. L'univers, il est prescripteur. L'univers, il vous aide à partir du moment où vous acceptez son aide. Il ne va pas s'imposer à vous. Et donc, je pense que c'est le boss de tout le monde, mais il faut l'accepter. Une fois que vous l'avez accepté, ta mission a un petit peu changé à partir de là, quand ça même. déroule. Ouais, moi, je pense que c'est une vraie mission de vie pour moi, là, ce que je suis en train de faire. Ouais. Vraiment. Ouais. Ouais. Et tu arrives à concilier tout ça avec là où tu en étais avant. Je veux dire, on le sait qu'à partir du moment qu'on décide d'être sur ce chemin de vie, il y a quand même beaucoup de choses qui se bousculent, que ce soit nos relations, que ce soit la famille, que ce soit tout qui d'un seul coup commence à être chamboulé, secoué, parce que les autres, est-ce qu'ils vont au même rythme que nous? Est-ce qu'ils s'éveillent au même rythme? Je veux dire, les perspectives sont différentes quand même. Ouais, mais en ce qui me concerne, je ne prononcerai pas pour d'autres, mais en ce qui me concerne, ça facilite. Ça facilite le tout, ça facilite l'ensemble. Ouais. Parce que ça vous rend, vous, déjà plus tolérant. Ça vous rend, vous, plus ouvert parce que, parce que vous savez, en fait, il est assez facile de penser que les gens vous veulent du mal, que les gens veulent vous contrarier. Non, il faut simplement se dire que chacun est à son niveau de perception, de connaissance et d'acceptation de ce qu'est l'autre. Et à partir du moment où vous acceptez vraiment qui est l'autre, avec son histoire, avec son parcours, avec tout ce qui va motiver ses pensées et donc ses actions, et que vous savez malgré tout que cet autre, c'est vous, d'une certaine manière, eh bien, ça vous rend beaucoup plus tolérant avec lui. Donc pour moi, ma vie au quotidien, elle est plutôt facilitée. À plus d'un titre, elle est facilitée par ce travail, par cette porte que j'ai ouverte. Parce que tu parlais tout à l'heure de co-création. Puisqu'à chacune de mes vidéos, je dis bonjour mes délicieux co-créateurs. C'est quand même très cool la co-création. C'est... Co-création avec quoi alors? Parce que vous ne subissez plus votre vie. Voilà. Vous la co-fabriquez. Nous ne sommes plus des victimes. Nous ne sommes plus des victimes. Ni de l'esclavagisme, ni de notre passé, ni de nos ancêtres, ni de nos croyances limitantes. Il y a quoi alors? Entre la vie et nous, il y a quoi? Il y a, en tout cas dans notre dimension, tout est co-création parce que la réflexion métaphysique amène à la grande vraisemblance d'un principe directeur. Donc il y a un principe directeur qui associe l'information, qui fait ce processus univers, parce que l'univers c'est un processus. Nous, on est dans ce processus univers, on est un résultat de ce processus qui continue. Et ce processus, c'est de l'information associée à de l'énergie. Et donc, il y a un principe directeur qui associe par l'énergie l'information qui fait notre espace-temps, notre univers, et il le fait avec un souci d'harmonie, avec un souci de faire en sorte que tous les systèmes organisés qui sont créés dans cet univers puissent cohabiter. Après, nous, les êtres humains... On fout le bordel. Alors, on fout le bordel, mais on a quand même au départ... On nous a légué quelque chose d'incroyable, ce principe directeur nous a légué quelque chose d'incroyable, il nous a légué la possibilité d'interagir avec sa création. Il nous a laissé la possibilité de ne pas complètement subir. Je disais tout à l'heure qu'il est prescripteur, et bien pour nous, effectivement, il est prescripteur. Pour un existant qui n'est pas pensant, il est plus que prescripteur, il est ordonnateur. C'est-à-dire que le minéral, il va, d'une certaine façon, subir son évolution en fonction d'un certain nombre de facteurs, mais qui sont des facteurs indépendants de lui. Nous, qui sommes des systèmes, on n'est pas tellement différents des minéraux, puisqu'on est fait d'informations et d'énergie, sauf que notre complexité organisationnelle nous donne une intelligence qui nous permet de choisir. Et ce choix, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça nous donne effectivement à la fois de la liberté, mais aussi de la responsabilité, parce que on est capable d'influer sur cette direction sur la matière. Alors sur la matière, je ne dirais pas sur la matière, parce que ce sur quoi on peut agir, c'est sur ce qui est à venir. Et ce qui est à venir, c'est un champ de possibles. Alors ça peut être matériel ou non matériel, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut, en associant de l'énergie à l'un des possibles qu'est l'avenir, faire en sorte que ce possible-là, parmi tous ceux qui sont ouverts, sachant qu'ils sont... Plus on est proche du moment présent, et moins il y a de
de possibles dans le champ des possibles. Et plus on est loin du moment présent, et plus on a de possibles au sein des possibles. Ça fait un peu comme un cône. Mais en mettant de l'énergie dans un possible, on a plus de chances de le voir manifester qu'un autre. Et donc on a ce pouvoir vraiment de se créer des opportunités. Et ensuite par l'action évidemment de les concrétiser. Il ne s'agit pas juste de rester là et de se dire... de méditer seulement. En méditant et en pensant que je vais co-créer ma vie. Non, je vais m'offrir des opportunités que par l'action, que je vais identifier et que par l'action je vais concrétiser. Et qu'on va m'inspirer. Parce qu'il y a c'est quand même des actions inspirées aussi là dans la co-création. C'est des actions qui nous sont presque insufflées, non? Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Moi je pense si vous avez une envie, une pensée que vous chérissez, que vous réitérez, que vous faites rentrer dans votre subconscient, que vous faites vraiment vôtre, dont vous faites vraiment une conviction forte, eh bien, c'est cette chose à laquelle vous pensez que vous voulez, par l'énergie que vous allez y mettre, et par l'énergie que vous allez y mettre à un moment précis, qui est le moment présent, qui est le moment où le subconscient, lui, est agissant, eh bien, vous allez vous donner des opportunités de pouvoir créer cette pensée spécifique. Seulement, est-ce que ça sera la meilleure option possible? Je ne suis pas sûre. Vous savez, il y a des gens qui co-créent leur réalité et qui ne font pas du bien. Vous pouvez co-créer pour faire du mal. Mais même en créant du bien, je pense que la vie a une force et une intelligence bien plus grande que nous. Et je trouve que quand on commence à pratiquer la loi d'attraction, qu'on est conscient que notre pensée est créatrice, nos émotions, etc., et qu'on a la possibilité de vraiment manifester, on commence à imposer des choses, à tester, et à un moment, on prend un peu de recul et on se dit, mais finalement, que de plus grand, plus réjouissant que de se laisser traverser par la vie et de pouvoir vraiment co-créer avec elle sans imposer sa perspective. Le premier avantage de la co-création, c'est que ça vous permet d'arriver à votre objectif sans prédation, c'est-à-dire sans prendre à l'autre, puisque vous et l'univers, vous co-créez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de lorgner sur ce qu'a l'autre et d'aller shipper ce qu'a l'autre. Vous co-créez votre réalité. Et le jour où l'humanité va comprendre dans son ensemble... Oui, parce qu'il y a un enjeu collectif pour toi qui est énorme. L'enjeu, il est plus collectif qu'individuel. Ce qui est intéressant avec ce que m'a apporté la métaphysique, c'est qu'effectivement, je suis plus serein, comme je le disais tout à l'heure, et ma vie individuelle ressemble plus à ce que je planifie, à ce que j'ai envie d'avoir. Donc ça, c'est cool. Mais l'enjeu en vérité, et l'enjeu important, c'est l'enjeu collectif. C'est qu'il faut qu'une grande majorité d'êtres humains prennent ça à son compte pour que l'harmonie que moi j'essaye d'avoir dans ma vie, elle soit au niveau global. Et une fois qu'elle est au niveau global, il sera beaucoup plus simple pour tout un chacun de l'avoir à titre individuel, parce qu'évidemment, les interactions avec les autres, ça crée des perturbations dans notre recherche d'harmonie. Donc il y a un vrai enjeu à comprendre que au-dessus de nos pulsions, de nos projets, de nos réflexes un peu ataviques qui remontent à la nuit des temps de protection des siens, de survie et donc d'appropriation pour faire des réserves, pour garder pour soi et pour son camp, le jour où on va comprendre qu'au-dessus de tout ça, il y a un principe supérieur et directeur qui est, encore une fois, une prescription et qui nous dit, l'univers, il nous prescrit que l'harmonie, c'est ce qui marche. C'est ce que notre bulle d'univers fait depuis 13,8 milliards d'années. Ça a créé la nature dont on peut quand même se dire qu'elle est plutôt bien faite. Et donc l'harmonie, elle est fructueuse. Si nous, qui sommes libres dans cette nature, on comprend ça et on l'adopte, ça va tout changer. Et on aura un monde qui sera peut-être l'Éden dont on parle dans certains livres saints. Toi qui analyses l'actualité aussi et qui la côtoie de près, je veux dire, tu te documentes, tu sais vers où on va et tu as peut-être même des situations que tu vois qui arrivent en face de nous, qui peuvent être compliquées. Cette souffrance-là qu'on est en train de vivre en ce moment, face à la crise, face à un potentiel peut-être dévastateur, on ne sait pas si c'est la nature qui va, ou des guerres ou autre. Je veux dire, quel est le rôle de cette souffrance dans cet éveil collectif, justement, s'il y en a un? C'est une très bonne question. Je pense que ça a un rôle, effectivement, parce que je vois chez les plus jeunes générations, pas que, mais essentiellement, la réflexion suivante. Ce qu'on fait, ça ne marche pas. Notre façon de nous comporter, ça ne marche pas. On n'est pas plus heureux aujourd'hui qu'on l'était au 18e, au 19e, au 17e. Et
la technologie évoluant nous a fait avoir un impact plus grand qu'avant sur la nature, sur ce monde qui nous entoure. Et donc, ce fonctionnement qui est très largement disharmonieux, qui tient très peu compte de ce principe directeur d'harmonie, il est en train de nous conduire dans le mur. Et ce qui risque d'arriver, à mon sens, c'est non pas une destruction de la planète. Moi, je ne crois pas du tout que l'homme va détruire la planète. Je pense que l'homme va s'autodétruire et que la planète, une fois que l'homme sera parti, va retrouver son harmonie et ça va repartir comme en 40, comme on dit couramment en France. Et donc, je crois vraiment qu'il y a cette prise de conscience que ça ne marche pas. Et le succès de ce genre de manifestation dans laquelle on est, le succès de ce que tu fais, le succès des livres comme ceux que j'écris, montre qu'il y a quand même une espèce de prise de conscience qu'il faut qu'on change de modèle. Et qu'il faut qu'on essaye de trouver qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Mais pour ça, à mon sens, et c'est pour ça que je trouve que la métaphysique elle est intéressante, il faut pouvoir le justifier. Moi, je parle en utilisant la logique et je veux faire confiance à la logique des gens. Et donc, je ne veux pas leur dire vivez de façon harmonieuse parce que c'est bien, vivez de façon harmonieuse parce que... Non, vivez de façon harmonieuse parce que ça marche, parce que c'est ce que fait la nature, parce que c'est le principe qui fait que l'information de l'univers s'est associée de façon de plus en plus complexe pour créer des systèmes aussi extraordinaires que les êtres humains, que les animaux, que la végétation, que tout ce qui nous entoure. Et ça, il faut que nous, on puisse le reprendre à notre compte pour continuer à évoluer dans ce processus qui nous a créés le plus longtemps possible. Parce que dans l'harmonie, il y a l'équilibre, mais l'équilibre durable. Parce que l'équilibre qui dure 1 minute, on peut l'avoir, hein, l'équilibre qui dure 1 minute. C'est pas très compliqué. C'est pas ça l'harmonie. L'harmonie, c'est l'équilibre durable. Et pour durer en tant qu'espèce dans cet univers, il faut renaître. Il faut renaître et il faut prendre en compte ces principes-là. C'est ça. C'est une renaissance. Je veux dire, plutôt que la nature humaine va s'éteindre, enfin, les êtres humains vont ne plus exister sur Terre, on peut peut-être renaître, non? Ouais, se réinventer, faire un reset. On parle des fois de grand reset. Là, c'est une autre forme de reset. Ouais. Moi, je pense. Je pense qu'en semant des graines aujourd'hui... Quelles sont les conditions pour ce reset? Ce reset humain. Pour moi, ça passe par... vous savez... tu sais, pardon, je se tutoie. Tu sais, on le dit souvent en politique, l'éducation, c'est la mère des batailles. Parce qu'avec l'éducation, vous formez des citoyens, vous créez, vous faites corps, vous créez une société. Là, je pense que c'est pareil. Je pense qu'avec l'éducation, et c'est pour ça que j'écris ce genre de bouquin, parce que je pense moi, j'ai à la fois l'intérêt, une forme d'appétence pour cette compréhension-là que tout le monde n'a pas. Je prends du temps pour le faire, ce que tout le monde n'a pas forcément ou n'a pas envie de prendre. J'arrive à des conclusions qui sont des conclusions que je ne peux pas garder pour moi. Je suis obligé de les partager. Et c'est en faisant la pédagogie de ces choses-là, de cette connaissance-là, que je pense qu'on arrivera aussi à, finalement, à se l'appliquer à soi-même. Et une fois qu'un certain nombre de personnes appliqueront ça, le monde va changer. Et est-ce que ça dépend que de nous? Il y a vraiment le rôle du divin ou de Dieu ou quelque chose d'extérieur à nous aussi qui dépend que nous fassions le premier pas en tant que collectif? Moi, je pense qu'on a les outils. Le principe créateur nous a donné les outils pour... il a ses raisons pour ça, hein, j'explique notamment dans le bouquin. Mais il nous a donné les outils, après c'est à nous de faire les choix. Encore une fois, au cœur de l'existence, il y a le principe de liberté qui est lié à une forme d'indétermination. Si la réalité était prédéterminée, complètement prédéterminée, et on découvre en physique quantique que ce n'est pas le cas, en physique quantique, qui est une échelle d'espace mais aussi de temps, parce qu'avant l'instant présent, les particules n'ont pas le même comportement qu'au moment du présent de l'observateur. Donc au moment de l'observation, les particules, certaines informations, certaines caractéristiques se figent. Eh bien, je pense que cette indétermination dans la nature, le principe créateur de cette nature, s'il l'a mise en place, c'est simplement pour nous laisser de la liberté. Et donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Moi, j'entends trop souvent des gens, mais c'est une ancienne, dire si Dieu existait, il n'y aurait pas de malheur, mais nous sommes libres. On ne peut pas à la fois vouloir être libre et ne pas assumer les conséquences de nos choix collectifs et de nos priorités et de nos actions. Nous sommes libres. Il y a des prescriptions qui nous permettraient d'être en harmonie. C'est ce qui est prescrit.
C'est à nous aujourd'hui de le comprendre et de faire ce choix-là. Si on veut durer, encore une fois, si on s'en fiche, on peut continuer comme on fait, il n'y a pas de problème. On est libre de le faire. Sans convaincre. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que plus on essaye de convaincre, c'est une expérience en fait à vivre. Comme tu as pu le vivre au Sénégal. Je veux dire, on ne peut pas prêcher ni convaincre ça. On ne peut pas le pousser, le forcer sur quelqu'un. Alors, le forcer, non. On ne peut jamais forcer personne. Encore une fois, la liberté, c'est un principe de base, chacun fait ce qu'il veut. Je trouve qu'il y a quand même une différence. Alors, il y a les gens qui ressentent les choses. Il y en a plein ici qui ressentent des choses sans parfois pouvoir les expliquer. Moi, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas de perception naturelle qui soit inexplicable, ou je suis quelqu'un de très terre-à-terre, et d'ailleurs de très rationnel, c'est pour ça que j'écris ce genre de livre, qui partent de ce qui fait consensus dans la raison, c'est-à-dire la science, ce que l'on sait, pour l'étendre par la philosophie, par le raisonnement philosophique, à quelque chose qu'on ne peut pas démontrer comme en science, mais qu'on peut argumenter. Et la vérité argumentable, elle est quand même très importante. Je rappelle simplement que dans les procès, quand on juge quelqu'un, personne n'était là. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On met en place des arguments en utilisant un raisonnement qu'on a tous, avec lequel on sera tous d'accord, et qui va donner une forme de plausibilité ou de véracité à une culpabilité ou à une non-culpabilité. Et en fonction de ce raisonnement qui est donc argumentable et non démontrable, on condamne des gens quand même à des peines de prison très importantes. Donc cette vérité argumentable, elle est robuste, elle a un poids. Et bien cette vérité argumentable sur l'origine de l'existence, on peut l'avoir grâce à la métaphysique. Et je pense que c'est quelque chose qui peut convaincre. Plus, me semble-t-il, en tout cas ça peut convaincre les gens qui sont rétifs à l'acceptation du religieux comme principe transmis par les parents, par la famille, par les proches, par le prêtre, par le pape, que sais-je. Là, on a un discours qui va par l'utilisation de votre logique, vous allez le challenger, ce discours. Vous allez vous dire, mais ce qu'il me dit, est-ce que c'est vrai? Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, par déduction successive, par exemple, l'hypothèse d'un principe créateur est beaucoup plus robuste que l'hypothèse d'une absence de principe créateur. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui me semble hyper important, parce que les personnes athées, ce qu'elles disent aux personnes croyantes, c'est « vous n'êtes pas rationnel ». C'est faux, c'est l'inverse. Quand on étudie l'existence de façon robuste, on se rend compte que l'hypothèse d'une création de l'univers, et donc l'hypothèse d'un Dieu, où on l'appelle comme on veut, elle est plus robuste que l'hypothèse d'une non-création de l'univers. Ça me rappelle d'ailleurs le livre, je les avais interviewés, il s'appelait sur Dieu, la science, et ça avait un petit peu le même sorte de titre aussi, un gros pavé de 600 pages, très intéressant, il avait un peu... Bolloré, voilà. Oui, c'est vrai. Et Olivier Bonassi, je crois. Exactement, Olivier Bonassi. En fait, ce qui est marrant, c'est que la science, lors de ces 120 dernières années, elle a quand même démontré une chose qui va dans le sens du religieux, c'est que notre bulle d'univers, cette bulle d'univers dans laquelle on vit, elle a un début. Voilà. Ce dont on vit, ce processus-là, il n'est pas éternel, il a un début. S'il a un début, ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'il y avait avant ce début. Parce que la chose qui est indiscutable en philosophie, c'est qu'un début ne peut pas venir de rien. Et c'est le début d'ailleurs de la métaphysique, c'est que le néant, c'est quelque chose qui fait peur, c'est un grand méchant loup qu'on s'est mis dans nos têtes, mais le néant n'est pas par définition. Alors, il y a toujours eu de l'existence. Tu aimes les travaux de Nassim Haramein, n'est-ce pas, ce vide et plein? J'aime beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît dans ses travaux? Oui, je trouve sa démarche intéressante, parce qu'effectivement, déjà son travail sur le vide est hyper pertinent, parce qu'il montre que le vide, ce n'est pas le néant, mais plus que ça. Le néant, c'est un non-sens. On ne peut pas penser le néant. Rien que le fait d'exister soi et de penser et d'essayer de mettre de l'information sur quelque chose qui ne peut pas en avoir, c'est un non-sens. Il y a toujours eu de l'existence, il y a toujours eu de l'information. Après, cette information, elle a changé d'état, elle a évolué. Et le travail du métaphysicien, c'est de savoir quelle pouvait être la nature de cette information et comment cette information, elle a commencé à un moment à évoluer
pour entrer dans le temps, créer l'espace et nous créer nous au final. Ça, c'est le boulot du métaphysicien et c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres. Il n'y a pas de limite vraiment au potentiel humain. Non, il n'y a pas de limite au potentiel humain parce que l'humain est fait d'une information qui n'a pas de limite. Le principe d'existence, et c'est pour ça qu'il y a une phrase qui est hyper importante en métaphysique, c'est « je suis ». Quand vous dites « je suis », sans rien ajouter derrière, eh bien vous enlevez tout ce qui, dans votre existence, est singulier et temporaire. Si je dis « je suis » sans rajouter un homme, si je dis « je suis » sans rajouter « vivant », eh bien je rejoins dans le fait d'exister tout ce qui existe. I am that I am d'ailleurs, on dit en anglais. Beaucoup de gourous, d'enseignants on va dire, de plein de domaines, de plein de lignées différentes à travers le monde en parlent de ce I am that I am. C'est pas seulement je suis, c'est je suis que je suis. Je suis parce que je suis. Ouais, c'est d'une profondeur. L'existence, elle n'est pas individuelle. L'existence, elle rassemble tout. Dans l'espace et le temps, et même hors de l'espace et du temps. Parce que l'existence, c'est ce qui a toujours été, c'est ce qui sera toujours. On est aujourd'hui dans un processus où cette existence, il change d'état. Ouais. C'est ça qu'on appelle le processus univers, c'est de l'information en changement d'état, mais l'information, avant de changer d'état, elle était déjà là. Et une fois que l'énergie, parce qu'elle change d'état grâce à l'énergie, une fois que l'énergie se sera dispersée, une fois que l'énergie par unité d'espace ne sera plus assez importante pour créer du changement d'état, l'information, elle sera encore là. Elle arrêtera juste de changer d'état. Et tous les systèmes qu'elle aura créés en changeant d'état, parce que quand elle change d'état, elle s'assemble en système, c'est ce qui a permis de créer les particules, les systèmes particulaires et tout ce qui existe dans l'univers, eh bien, une fois que tout ça, une fois que l'énergie sera terminée, l'information, elle va rester. Tout comme nous, on est vivant, l'information qui nous compose, eh bien, elle est dans un état de changement particulier. Quand on meurt, on ne disparaît pas dans le néant. L'information qui nous compose, elle reste. Elle change juste d'état. La mort, c'est un changement d'état qui fait partie de l'existence. Tout comme la vie est un état qui fait partie de l'existence. Mais dans tout ça, il y a l'existence. Tu rejoins donc ce que dit Stéphane Alix, que la mort n'existe pas ? La mort existe, mais c'est une définition qu'on met sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le néant. La mort existe, c'est un état d'existence différent que la vie. Mais c'est pas le néant. Il faut oublier cette histoire de néant. On ne tombe pas dans le néant, ça n'existe pas. L'information, elle est et elle reste pour toujours. Il n'y a pas de disparition d'information. Il y a juste des changements d'état d'information, mais l'information, elle reste. Tout comme on dit qu'on est des poussières d'étoiles, ça veut dire que les atomes complexes, l'atome de carbone, il a été fait au cœur des étoiles. Et donc, si nous on existe, c'est parce qu'il y a eu des étoiles qui ont permis, par la puissance qu'il y a dans le noyau des étoiles, de créer des atomes de carbone. Parce qu'il a fallu une grosse énergie pour créer des atomes de carbone. Donc on dit qu'on est poussière d'étoiles. Oui. Donc les atomes qui nous constituent, nous, aujourd'hui, les atomes de carbone, ils ont été créés il y a des milliards d'années au cœur des étoiles. Mais l'information qui a fait ces étoiles, elle existait déjà. Donc en réalité, ce que nous sommes existe depuis beaucoup plus longtemps que les étoiles qui ont fait les noyaux de carbone. L'information qui nous fait, elle est de tout temps et elle était avant le commencement du processus temps et elle sera après. Donc on et c'est ce qui nous ramène au tout. Ouais, d'ailleurs, c'est fantastique de pouvoir penser qu'on peut accéder à de l'information, juste une quantité d'informations et ressentir à travers nos clairs ressentis aussi, nos intuitions, nos capacités qui sont vraiment extrasensorielles à tellement d'informations contenues dans cet univers, puisque nous en faisons partie et tu dirais qu'il est lui-même à l'intérieur de nous également, enfin on est. Tu dis qu'on est cette goutte d'océan, toi, ou qu'on est tout l'océan? Alors, moi, ce que je crois, c'est que on fait partie de l'univers. C'est un petit peu, comme je l'écris dans le livre, il ne faut pas essayer de trouver le tout dans le infiniment petit, dans le petit, parce que par exemple, si vous cherchez une pomme, vous ne la trouverez pas dans un pépin de pomme. Dans un pépin de pomme, vous trouverez de l'information qui fait la pomme, mais vous ne trouverez pas la pomme. En revanche, on va créer la pomme.
Pardon? Mais on pourra On refaire pourra, pousser un voilà, pommier. avec la graine, on pourra refaire pousser un pommier, ce qui veut dire que l'information, effectivement, elle est dans le pépin de pomme. Et donc, moi, je pense que la proposition, par exemple, selon laquelle l'univers est un existant pensant et intelligent, c'est une proposition qui fait sens, ne serait-ce que parce que nous, on s'estime pensant et intelligent et qu'on fait partie de l'univers. L'homme, il faut qu'il arrête de penser qu'il est extérieur à ce qu'il étudie. Ouais. On ne peut pas considérer, en étudiant l'univers, qu'on est extérieur à l'univers. On fait partie de ce processus. On fait partie de l'univers. Donc si nous, on s'estime pensant et intelligent, l'univers est pensant et intelligent, et je pense qu'il est pensant et intelligent au-delà de notre intelligence et de notre façon de penser. Et je pense que de toute façon, l'intelligence et la pensée ne peuvent émerger que d'une autre intelligence. Et d'ailleurs, nous, à notre échelle, on est en train de créer aussi une forme d'intelligence. L'intelligence artificielle. Oui. C'est-à-dire que l'intelligence, elle ne peut pas émerger du hasard. Les gens qui considèrent que l'univers est un processus aléatoire qui aurait créé de l'intelligence, ça ne marche pas, ça ne tient pas. La complexité informationnelle qui fait notre intelligence, elle est telle que c'est forcément le résultat d'un projet et d'un autre type d'intelligence. Et demain, si l'IA, elle devient un peu indépendante, il serait assez malhonnête, mais l'IA peut être aussi malhonnête que l'être humain, mais il serait assez malhonnête que l'IA estime qu'elle n'a pas de créateur. Il serait assez... Ah oui. peut-être que l'IA fera comme l'être humain. L'IA, demain, peut-être qu'elle peut dire nous n'avons pas de créateur. C'est le hasard, c'est un aléa numérique Conversation qui nous a créé. intéressante à avoir. Ça, c'est une interview juste en elle-même, ça. Non, mais c'est fantastique ce parallèle entre l'IA aussi et la spiritualité. Et est-ce que ces deux mondes, est-ce que l'IA va aider justement à cette émergence spirituelle et est-ce qu'elle ne vient pas là maintenant pour favoriser ce réveil collectif? Moi, je pense que l'IA, c'est comme la technologie en général. Ce sont des outils. Tout dépend ce que l'on en fait, les limites qu'on leur donne et surtout le fait de considérer et de le faire en pratique que les technologies sont à notre service. Si on se met soi-même au service des technologies, c'est-à-dire que si on ne réfléchit plus, si on se plonge dans la technologie et on se contente de sweeper son écran de smartphone en étant de simples consommateurs d'une technologie et sans remise en cause, eh bien, on va finir par nous-mêmes perdre des qualités qui font qu'on a été capable de créer cette technologie et le rapport va s'inverser. C'est-à-dire que la technologie sera au-dessus de nous. Je pose souvent la question à des gens, combien de numéros de téléphone vous connaissez aujourd'hui par cœur? Moi, j'en connaissais plein quand j'étais gamin, quand j'étais ado, j'en connaissais plein des numéros de téléphone. Maintenant, j'ai plus besoin. Le cerveau, il fonctionne de façon très simple. Le moindre effort, la moindre dépense énergétique, j'ai plus besoin d'apprendre les numéros de téléphone par cœur puisque je les ai dans mon téléphone. Mais le jour où je suis privé de ça, comment je fais pour appeler quelqu'un? Je peux plus. Mais est-ce que l'IA va soutenir ça nous affaiblit, mais est-ce que ça va pas nous amener à ouvrir les portes des connaissances ou même nous faire évoluer, même cérébralement parlant, pour accéder et recevoir et se sentir plus relié? Parce qu'on voit l'Internet, l'impact de l'Internet et Internet qui était un peu diabolisé au début, surtout en France, par rapport à d'autres pays. Et puis au final, à quel point ces informations circulent, la télé Lilou, 110 millions de vues. À un moment, on se dit, et ça fonctionne quand même, et ça a contribué. Donc l'IA dans tout ça. Encore une fois, la technologie ne dépend que de l'usage qu'on en fait. La technologie en soi, elle est ni bonne ni mauvaise. L'argent, c'est une technologie de médiation. On a inventé l'argent pour pouvoir échanger des choses, pour pouvoir... L'argent, c'est pas mauvais. Les gens qui disent l'argent, c'est mauvais. Non, l'argent, c'est pas mauvais en soi. L'argent, c'est rien. Ça dépend ce qu'on va en faire de cet argent. La projection qu'on fait dessus. On peut utiliser l'argent pour faire le bien. Donc l'argent en soi n'est pas mauvais. La technologie en soi n'est pas mauvaise. Encore une fois, c'est toujours la question de l'éthique et de la façon d'utiliser ces technologies qui comptent. Et l'IA, avec cette puissance de calcul qui est supérieure à la nôtre, parce que l'IA, le numérique est supérieur à l'esprit humain dans un certain nombre de domaines, notamment la puissance de calcul, la rapidité de calcul. Donc c'est vrai que l'IA permet de trouver des voies plus rapidement que notre esprit à nous. Si on l'utilise à notre profit et pour aller vers le bien, ça va accélérer tout ça. Donc je suis d'accord avec toi. L'IA n'est pas notre ennemi, l'IA n'est pas mon ennemi. Mais l'IA est tellement puissante que si
on veut l'utiliser pour faire du mal, elle va faire aussi plus de mal. C'est comme le couteau versus la bombe atomique. Avec un couteau, vous pouvez faire du mal à quelques personnes. Avec une bombe atomique, vous en faites à des milliers. Donc, plus la technologie est puissante et plus elle requiert d'éthique pour l'utiliser. Ouais. Et donc, l'IA requiert de nous un sursaut éthique, parce que sinon, ça va nous mener à une catastrophe, effectivement. Mais il faut avoir confiance en l'être humain. Moi, j'ai confiance en l'être humain. Et je pense qu'effectivement, on l'utilisera dans le bon sens. On peut véritablement se demander, un peu pour conclure cet échange, si cette révolution-là technologique avec l'IA va pas... Est-ce que ça va être une révolution justement de l'intelligence artificielle qui va nous amener à une nouvelle dimension, ou est-ce que c'est une révolution spirituelle qui va être là, ou est-ce que les deux justement vont concorder pour permettre c'est tout l'enjeu. De voir notre potentiel justement à un plus haut niveau. Mais il faut rester... En fait, tout ça est une question de conscience, j'ai l'impression à chaque fois. À partir du moment qu'on met de la conscience... Bien sûr. Moi, je fais partie de l'école philosophique qui estime, et il y a des philosophes français qui l'ont défendu, comme Claude Tresmontant, qui est un philosophe méconnu, mais qui est un penseur d'exception, que l'anthropogénèse n'est pas terminée. L'anthropogénèse, c'est quoi? C'est l'évolution de l'être humain. Nous, on estime, parce qu'on est passé de l'homme préhistorique au sapiens sapiens, que ça y est, c'est terminé, on est arrivé au bout. Non, on n'est pas arrivé au bout de l'évolution humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, les étapes qui vont venir d'évolution, ce n'est pas tellement des étapes de transformation morphogénétique, c'est des étapes de transformation, de prise de conscience et de sagesse et d'harmonie avec l'univers qui nous entoure. Donc moi, je pense que ça fait partie du processus. Ce qu'on vit là fait partie du processus. L'homme préhistorique, il fallait qu'il survive, donc il a développé des actions et des réflexes de survie dont nous sommes encore victimes, mais de moins en moins. Et je pense que l'homme ayant gagné du confort et de la distance, souvent, ce n'est pas le cas partout malheureusement, mais on va comprendre qu'on a la capacité de faire en sorte que tous les êtres humains échappent à cet impératif de survie et qu'on peut tous vivre bien sur cette planète, à condition de continuer à évoluer dans nos têtes. Et cette évolution-là, elle passe par, par de la métaphysique, par ce genre de salon, par ce genre de partage. Et moi, oui, avec une belle interview avec Harry Rosenbach, si on m'avait dit ça il y a quelque temps. Excellent. Et donc, un petit mot de la fin, Harry, par rapport à ton livre et le message que tu veux faire passer, ou quelque chose qu'on n'a pas dit là, où je ne t'ai pas posé la question et qui est important pour toi de souligner. Il y a beaucoup de choses. Mais oui, on n'a qu'une heure. Moi, j'aime bien reprendre cette métaphore parce qu'elle est parlante. On est tous conscients que sur la route, on ait un minimum de sécurité pour qu'on conduise un minimum en harmonie les uns avec les autres, ou pour que des pilotes tirent toutes les performances d'une voiture, eh bien il faut en apprendre un minimum sur le fonctionnement de la voiture, sur quelle pédale appuyer, comment ça marche, quoi, grosso modo. Or, on vit sans se poser la question de comment ça marche la vie, qu'est-ce que la vie, on se contente de vivre. Eh bien, je pense qu'on pourrait éviter des accidents de vie, comme on évite des accidents de la route en passant le permis. On pourrait éviter des accidents de vie individuels et collectifs en s'intéressant à ce que c'est que la vie, à ce que c'est que l'existence, et en apprenant qu'il existe aussi alors c'est pas forcément des pédales, c'est pas forcément un levier de vitesse, mais il existe des outils qui nous permettent de mieux vivre individuellement, collectivement, et tout le monde y gagne au final. Donc j'invite vraiment les gens à assumer leur questionnement sur ces questions d'existence, parce que souvent, on n'ose pas se poser ces questions, on se dit c'est débile, quelqu'un qui va te dire je ne comprends pas pourquoi j'existe, la plupart du temps on va lui dire mais c'est quoi cette question, elle n'a aucun sens. Si, c'est la question qui est au cœur du mieux-être, c'est d'assumer cette question et de chercher les réponses, et elles existent depuis très longtemps. Et les recherches sont sans fin, et c'est top. Voilà. Merci beaucoup Harry. Merci Lily. Harry qui est l'auteur du Dieu, la source et l'univers philosophal aux éditions Jouvence. J'espère que cette interview vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la diffuser, à la partager. Cette émission existe aussi en podcast. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a de nombreuses interviews très intéressantes, passionnantes qui ont eu lieu ici au Salon Zen de Paris et au-delà, puisque je voyage avec ma petite caméra et des fois il se passe aussi de la magie ailleurs, dans d'autres pays. Je vous embrasse très très fort et à bientôt. Au revoir.